Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'On en parle. Si je vous dis la réforme des collectivités, le RSA, le revenu de solidarité active ou encore le bus à 1 euro, la situation au Parti socialiste, tous ces sujets concernent directement notre invité d'aujourd'hui. Il est député mais aussi président socialiste du Conseil général de l'Hérault. Bonsoir André Vézinet. Bonsoir. Alors beaucoup de sujets à aborder donc pendant cette émission que je co-présenterai avec Pierre-Paul Castelli. Bonsoir Pierre-Paul, j'accroche votre nom. Monsieur Vézinet, bonsoir. Bonsoir. Et on va commencer par l'actualité internationale avec la Tunisie qui s'est débarrassée du président Ben Ali, une révolution de jasmin qui n'est pas encore terminée. D'abord une réaction personnelle, André Vézinet, sur un pays que vous connaissez bien, puisque le Conseil général mène depuis plusieurs années, presque plusieurs décennies même, des actions de coopération avec le Sud tunisien. C'est un pays que vous connaissez très très bien. Que je connais très bien en effet, et j'ai eu le plaisir, parce que cela contribue aussi du plaisir, de m'y rendre à plusieurs reprises depuis les 13 ans que j'exerce la présidence du Conseil général, et notre coopération technique décentralisée a à peu près 20 ans avec le gouvernorat de Mednine. Mednine, que l'on connaît davantage sous la dénomination des îles de Djerba, parce que Djerba fait partie du gouvernorat de Mednine. Ma réaction, c'est d'abord une profonde admiration pour le peuple tunisien. Un peuple qui a su relever un défi qui était pour lui, plus qu'un défi, une oppression au quotidien d'un régime qui maintenant, plus personne ne n'hésite à appeler dictatorial. La pression du régime Ben Ali était quotidienne sur tous les gens, sur tous les citoyens, sur tous les acteurs de la vie économique. Et nous le sentions lorsque nous y allions. Nous n'étions pas dans le cadre d'État. Et donc, nous avions un rôle à jouer avec une collectivité. Justement, comment vous arriviez à concilier cette perception, forcément, de l'oppression, du caractère dictatorial, vous l'avez dit, du régime, et puis votre œuvre de coopération décentralisée? Vous n'êtes pas dit à un moment donné, c'est difficilement compatible? Non, non, ça n'était pas difficilement compatible, parce que nous étions vraiment, je peux le dire, en relation directe avec le peuple, avec le monde rural, où nous sommes allés dans les communes rurales voir ce qui pouvait être fait en fonction des connaissances que nous avions de ce monde et du gisement de savoir d'Agropolis, où nous sommes allés avec les chercheurs d'Agropolis. Tenez, la dernière fois, pour illustrer, les pêcheuses de palourdes, qui sont des femmes qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles, les pieds dans l'eau saumâtre toute la journée, pour ramasser 1 kg, 2 kg, 3 kg de palourdes au maximum. Et cette collecte leur était rémunérés et dans des conditions inacceptables, parce que c'était des gens qui venaient, qui pesaient, on ne savait pas très bien ce qu'ils pesaient. Nous avons installé là-bas un centre de pesée avec une organisation numérique et un écran où tout s'affiche. Justement, ces coopérations, elles vont continuer, comme on l'a dit, la révolution est encore en cours. Est-ce que vous avez des contacts avec les gens qui sont vos relais là-bas? Comment ça se passe concrètement pour la coopération? Pour le moment, je n'en ai pas. Avec M. Nordin Xixi, qui est notre correspondant, j'ai su son immense joie de voir la démocratie peut-être pointer le nez en Tunisie. Je l'ai eu au téléphone, il était plein d'émotions, il pleurait au téléphone, il me disait son amour de la France, parce que ce pays est profondément amoureux de la France. Et tout ça, nous devons le cultiver. Donc, moi, ma première réaction, c'est l'admiration pour le peuple tunisien qui a mené cette révolution des jasmins. J'espère maintenant qu'ils pourront aller jusqu'au bout et qu'ils seront les acteurs du rétablissement de la démocratie. De façon plus générale, quel est l'intérêt pour un département comme le nôtre, qui connaît lui-même ses propres difficultés, avec ses agriculteurs notamment, d'aller comme ça travailler loin, même si on comprend bien que les besoins sont immenses, mais l'Hérault ne peut pas solutionner toute la misère du monde, pour paraphraser une autre phrase. Mais c'est un intérêt de réciprocité, parce qu'il ne faut pas voir la coopération technique décentralisée comme le fait que nous allions là-bas un peu comme des colonisateurs de la deuxième vague, qui vont et qui donnent des conseils et qui coupent et tranchent. Nous allons là-bas pour examiner des situations. Par exemple, il y a une lagune qui ressemble étrangement à nos milieux lagunaires là-bas, sur l'île de Djerba, en bordure de l'île de Djerba et sur le gouvernorat de Médine. Nous avons travaillé
découvert des aspects qui peuvent nous être très utiles sur la lagune de nos étangs littoraux et qui sont également, bien sûr, très utiles aux Tunisiens. Donc, on est là dans un acte de réciprocité fort intéressant. Les chercheurs qui nous accompagnent trouvent un intérêt majeur à aller là-bas, à en retirer un savoir et en même temps à dispenser leur propre savoir. Donc, je vous assure que la réciprocité existe et que ça a un autre avantage qui est un avantage qui est plus difficile à expliquer, qui est celui de sortir de son cocon. Être dans le département de l'Hérault, c'est merveilleux. Mais de temps en temps, il faut s'ouvrir des horizons plus larges. Il faut aller voir, entre autres, comment les choses se passent ailleurs. Et on comprend mieux des fois... Comment elles se passent chez nous après. Comment elles se passent chez nous après et qu'on n'est pas les plus malheureux quand même. Alors on va revenir sur le territoire national. On va être un peu plus terre à terre. On va parler de politique nationale avec les cantonales qui arrivent. Dans 2 mois, on va en parler. Mais d'abord, une autre échéance qui est pour 2012 avec les présidentielles, les législatives, et puis des primaires à gauche, enfin, notamment au Parti socialiste. Vous êtes plutôt pour ces primaires ou contre ces primaires ? Écoutez, dans une très large majorité, le parti auquel j'appartiens a dit oui, il faut organiser des primaires. Moi, au début, je n'étais pas un fan absolu des primaires parce que je voyais mal le contour. Vous savez que l'inscription sera volontaire, les gens iront. On peut toujours imaginer... Les primaires ouvertes, hein. Oui, c'est une élection ouverte. On peut toujours imaginer que quelques tricheurs iront, qui seront plutôt de sensibilité de droite, voire d'extrême droite, et qui iront, ne serait-ce que pour troubler le jeu. Mais cela, finalement, n'aura pas grande importance. Parce que les gens qui se sentiront une sensibilité de gauche véritable auront envie d'exprimer leurs souhaits. Et à partir de ce moment-là, on fait sauter le verrou de partis qui sont chez nous, qui ne sont pas des partis de masse. En Allemagne, ils n'ont pas besoin de faire ça. Les partis socialistes en Allemagne, le Parti socialiste en Allemagne, de l'Internationale socialiste, lui, est un parti qui compte des millions d'adhérents. Nous comptons à peine quelques centaines de milliers, voire quelques dizaines de milliers d'adhérents. Donc il est bon que nous ayons une expression plus large, d'une gauche plus large, et qui en même temps comprendra tout l'intérêt qu'elle a à se rassembler. Quel est votre candidat pour ces primaires PS ? Alors pour ces primaires PS, choisir son candidat aujourd'hui me paraît être maladroit. Donc je ne veux pas pratiquer la langue de bois. Vous avez vu Arnaud Montebourg hier, il vous a séduit ? Bon, mais il y a longtemps que je suis en sympathie, au sens littéral du terme, avec Arnaud Montebourg. Nous sommes amis, nous défendons avec la même ardeur nos territoires départementaux et pratiquement avec les mêmes arguments. Donc je pense que c'est quelqu'un qui apportera beaucoup au parti et qui est vraiment un ferment très important. Il a une forte parole. Il apporte quoi, justement, à ce Parti socialiste ? Oh, ben, il est le secrétaire national chargé de la rénovation. Donc, à partir de ce moment-là, il ouvre les portes sur un changement et de comportement et de pratique. Donc, il est candidat aux primaires. Je crois qu'il fera partie de ceux qui, lorsque le débat se sera passé au niveau national pour un accord sur 1, 2, voire 3 candidats, peut-être choisira un chef de file qui pourrait ne pas être lui. Voilà. Hier, nous en avons parlé très librement. Il ne fait pas partie des favoris quand même. Voilà, mais je crois qu'il en est conscient. Et hier soir, en me quittant, il m'a dit, tu sais André, faut pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire et il faudra être derrière le gagnant possible. Donc, ça veut dire que vous allez attendre de savoir qui va gagner pour vous déterminer? Non, c'est pas ça, mais chacun sait que j'ai été le responsable régional du soutien à Dominique Strauss-Kahn lors de la dernière primaire, qui n'en était pas une, bon, qui était un salmigondi de primaire. Aujourd'hui, on va à une autre étape. Je ne sais pas si Dominique Strauss-Kahn sera là. S'il est là, il est probable... S'il est là, vous vous engagez derrière lui sans... Il est probable que je m'engagerai derrière lui, parce que je pense que cet homme est capable de devenir président.
je conserve une profonde estime et admiration pour Martine Aubry. Si c'est Martine Aubry qui conduit la liste des socialistes et d'un rassemblement à gauche, alors je serai derrière Martine Aubry. Voilà, hein, c'est pas aujourd'hui, on ne va pas se prononcer alors qu'on ne connaît pas vraiment ceux qui iront jusqu'au bout de cette démarche. Un mot du rôle du Front National avec une nouvelle présidente, Marine Le Pen, avec des sondages qui sont plutôt bons pour le Front National. Comment vous jugez ce Front National qui remonte? Ah oui, cela m'inquiète beaucoup parce que je pense que le fond de la pensée du Front National n'a pas du tout changé. D'ailleurs, vous avez vu, lorsqu'il s'agit d'envoyer une pique pour bien montrer que l'électorat de Le Pen, fidèle aux excès de Le Pen, doit rester derrière Marine. Marine n'hésite pas à dire l'occupation du domaine public lorsque les gens prient dans la rue. Bon, alors que c'est les causes qui sont à traiter. C'est de permettre à des gens qui pratiquent une foi cultuelle de le faire dans des conditions correctes. Or, on n'a pas ces conditions en France. On a ces conditions pour d'autres religions. On ne l'a pas pour la religion de l'islam, qui est une religion qui aujourd'hui rassemble 6 millions de Français. Donc, le jour où on a compris ça, il faut qu'on adapte les choses. Il faut que cette espèce de barrière infranchissable de la séparation de l'Église et de l'État soit aménagée à une nouvelle donne. Lorsque ces lois sont parues au début du XXe siècle, elles n'avaient aucune réalité par rapport à l'islam. Hein. Aujourd'hui, l'islam est là, il faut trouver. Et là, Marine Le Pen montre son vrai visage. Elle est aujourd'hui déterminée à ramener, à reconduire à la frontière. C'est du Sarkozy multiplié par 2 ou par 3. Donc je suis très inquiet, d'autant qu'elle se donne l'apparence d'une personne bien séante, tout à fait fréquentable, elle va faire son marché, elle sourit, c'est une belle femme. Voilà. Hein, est-ce que c'est ça la politique ? Enfin, là, on verra ça en 2012, en tout cas pour le cas du Front National et pour les cantonales aussi, puisqu'ils sont candidats, le Front National est candidat aussi sur les cantonales, on va en reparler, des cantonales. Le Parti Socialiste héroltais, toujours sous tutelle, hein, depuis la fin de l'été. Est-ce que les 58 exclus des régionales, il y a eu 58 exclus du Parti Socialiste, tous ceux qui avaient suivi Georges Frêche pour la bataille des régionales, est-ce qu'il faut les réintégrer, y compris les héroltais ? Mais nous sommes dans une logique, là, qui est une logique tout à fait normale dans un parti. Un parti, c'est une structure pyramidale et à un moment, le sommet de la pyramide dicte ou rappelle les lois qui régissent notre parti. À partir de ce moment-là, il s'est avéré qu'il y avait eu un certain nombre de dysfonctionnements. Hein. Et il est clair que Georges Frêche, pour autant d'estime qu'on ait pour lui, n'était plus au Parti Socialiste et que sa déclaration de candidature entraînant derrière lui des socialistes troublait complètement l'ordonnancement normal d'un parti démocratique. Et le National a fait ce qu'il devait faire, il a exclu. Bon, à partir de ce moment-là, ils se sont livrés au National, c'est pas moi, j'y étais pas moi. Hein. Ils se sont livrés à un examen, ils ont estimé que l'Aude, le Gard, la Lozère et les PO méritaient la réintégration après avoir sûrement prononcé quelques recommandations. Pour l'Hérault, nous sommes encore très loin d'une normalisation du fonctionnement de la Fédération de l'Hérault. Et donc une direction collégiale a été mise en place. Au passage, je voudrais saluer cette direction collégiale. Ce sont des camarades. Hein. On les a étiquetés fréchistes, vésinettistes, tout ça est ridicule. Ce sont des camarades qui ont du courage de faire ça. Il y a différentes sensibilités dans le département de l'Hérault, on ne peut pas le nier. Oui, bien sûr, mais tout ça ça n'est rien par rapport à l'intérêt que porte cette collégialité de rétablir un fonctionnement normal. Maintenant, tout le monde sait. Monsieur Vézinet, hein, les sections fantômes, tout ça, c'est pas possible. Quoi. On peut pas excusez-moi de vous interrompre, mais il y a d'autres injustices bien pires dans le monde. Mais parmi les exclus héroltais, il y a des gens qui figuraient sur la liste héroltaise dans des positions absolument non éligibles, qui vraisemblablement ne sont pas pour grand-chose dans la gestion même de la fédération, qui est surtout reprochée apparemment par le Parti Socialiste à Robert Navarro. Donc pourquoi ceux-là sont-ils injustement, a priori, punis de non-réintégration, non-proposition de réintégration, alors que dans l'Aude, dans le Gard, on réintègre?
Monsieur Castelli, c'est un sentiment qui vous honore d'avoir cet humanisme. Mais la politique, ça n'est pas ça. C'est pas un jeu de petits gamins. C'est pas un jeu où on fait pleurer. Donc la politique, ça doit être injuste, alors. Non, mais c'est pas un jeu où on fait pleurer Margot. C'est un jeu où il y a des règles et ces règles doivent être respectées. Vous comprenez ? Si quelqu'un sur un terrain de foot se met à jouer d'autres règles que les règles qui sont imposées aux joueurs, il va être exclu. Oui, mais on va pas exclure toute l'équipe. Peut-être, si toute l'équipe suit. Le problème, c'est que là, ces gens pour qui je par ailleurs estime, je les vois, je les rencontre, nous avons conservé des relations amicales, mais je leur fais l'aimable reproche qu'ils n'ont pas joué le jeu d'une règle qui est une règle intangible, qui est celle du fonctionnement d'un parti comme le nôtre. Donc, à partir de ce moment-là, tous ceux qui se sont laissés séduire par cette aventure, eh bien, ils en payent le prix. Hein. J'espère que la plupart seront réintégrés. J'espère que certains, ceux qui ont vraiment fauté et entraîné les autres, ne seront pas réintégrés et que nous ne les reverrons pas. Robert Navarro, vous êtes contre sa réintégration? Ah, mais Robert Navarro, maintenant, il a signé sa manière de fonctionner. Ça n'est pas acceptable. Personne ne peut accepter des méthodes comme ça. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, M. Navarro, il s'inscrira dans un parti de sensibilité de gauche, s'il veut, mais il n'a plus sa place au Parti socialiste. On va faire une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie dont on en parle avec André Vézinet. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimedia.com et dans notre espace de vente au rond-point de Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 19h sans interruption. Deuxième partie dont on en parle avec André Vézinet, le président socialiste du Conseil général de l'Hérault. Nous parlions des exclus de la politique locale, des exclus des régionales au Parti socialiste. Alors il y en a un de taille, c'est le nouveau président de région, Christian Bourquin. Quelles sont vos relations avec celui qui a remplacé Georges Frêche à la région ? Pour le moment, je ne suis pas arrivé à rétablir le contact avec lui. Pourtant, Christian, je le connais bien. Mais je comprends que cela est sûrement dû au fait qu'il a eu un travail considérable à prendre en main cet important outil qu'est la région. Je regrette, je lui ai fait une proposition de rencontre, il n'a pas pu donner suite, mais ma proposition demeure et j'espère que prochainement nous aurons le plaisir de nous rencontrer. Vous savez, Christian, je le connais bien parce que, si j'ose le dire ainsi, c'est moi qui suis allé l'installer dans les Pyrénées-Orientales, puisque, étant président de l'OPAC, j'avais créé une antenne de l'OPAC, une agence de l'OPAC dans les Pyrénées-Orientales, et j'avais choisi Christian Bourquin pour en être le directeur. Et donc je suis allé avec lui à Villeneuve-de-la-Rao, à Cabestany, à Toulouse, à Céré, à Prades, à Argelès. Vraiment, j'ai dragué l'épée autant que j'ai pu et nous avons construit beaucoup de logements sociaux. Et chaque fois à mes côtés, en ma qualité de président, j'avais Christian Bourquin dont je vantais les immenses mérites. Et vous voyez que je n'avais pas tort. Ça veut dire, M. Vézinet, que les offices de HLM sont des outils politiques ?
Non, mais ils autorisent la diffusion de l'information politique. Qu'est-ce que c'est la politique? Au sens littéral du terme, M. Castelli. C'est la gestion de la cité. Hein, et ça n'est pas autre chose que ça. Hein. Après, c'est le débat politicien que vous voyez différemment. Mais la politique, c'est la gestion de la cité. À partir de ce moment-là, lorsque vous gérez la cité au sens large d'un département ou d'une région, eh bien, vous diffusez une parole politique. Et c'est ce que j'ai fait avec Christian Bourquin, n'hésitant pas à reconnaître ses mérites devant la population. Après, c'était un autre débat que la carrière qu'il a faite à Millas, où il est devenu maire de Millas, succédant à son beau-père. Il est devenu conseiller général de Millas, succédant à son beau-père. Puis il est devenu député. Ensuite, il a été battu à la députation, mais il était président du conseil général, ce qui, à mon avis, est un rôle important. Car vous connaissez très bien, parfaitement son parcours, on a compris, je suis sûr qu'il appréciera. Alors, il faut tourner la page aujourd'hui. On se rappelle de vos relations difficiles, voire conflictuelles sur la fin avec Georges Frêche. Bon, cette page est tournée pour les raisons que l'on sait. Aujourd'hui, il faut impérativement que le département de l'Hérault arrive à travailler avec la région Languedoc-Roussillon. Mais bien sûr, mais il n'y a pas d'ombre d'un doute là-dessus. Le seul doute que j'ai n'est pas celui-là. Mon doute, il est très fort, parce que c'est celui de la capacité de la région à mener à bien les immenses chantiers qu'elle s'est désignés. Parce que la loi territoriale telle que nous venons de la voter exécute les régions. On en parlera sûrement, mais vous verrez, le département est en difficulté. Mais alors la région, elle est morte. Alors ça, c'est votre analyse, justement. Vous allez nous la préciser, nous l'expliquer. Mais c'est mon analyse, bien sûr. Songez. Quelle est la noblesse de l'acte politique? C'est pas très rigolo pour le citoyen, mais c'est de pouvoir lever l'impôt. Et c'est de pouvoir, à un moment, dire, voilà, je lève l'impôt, je prends le risque de l'impopularité, de la levée de l'impôt, parce que je veux construire des lycées, parce que je veux construire des collèges, parce que ce département ou cette région a besoin de ça. Et là, vous avez un acte politique majeur qui est accompli. Aujourd'hui, la région ne peut plus lever l'impôt. La loi territoriale, d'ailleurs M. Rousset, le président de l'ARF, de l'Association des régions de France, vient de le dire avec beaucoup de force. Il prépare un texte pour annuler les effets néfastes, dit-il, des lois territoriales qui exécutent les régions. Si bien que la région aujourd'hui, n'ayant plus de levier fiscal, plus de fiscalité, elle est dépendante de subventions ou de dotations que lui accordera l'État. Si l'État le fait, elle pourra continuer son œuvre. Si l'État ne le fait pas, alors elle redevient, si vous voulez, les établissements publics régionaux que nous avons connus il y a quelques années et qui étaient un succès d'année, mais pas une véritable collectivité territoriale, un succès d'année de collectivité. Parlons de cette réforme, on parlera des cantonales juste après. On rappelle qu'en 2014, si la réforme va au bout, hein, les conseillers territoriaux devraient faire leur apparition, des élus qui seront à la fois conseillers généraux et conseillers régionaux. Ça, c'est une réforme sur laquelle vous vous battez depuis maintenant plusieurs années. Pour quelles raisons? Parce que c'est une aberration. Parce que c'est une aberration. Pour essayer de le dire rapidement, parce que vous savez que c'est un sujet qui me passionne, il suffit de regarder dans le rétroviseur, on ne va pas aller très loin, on va aller à l'acte fondateur de la décentralisation proposé par le ministre natif de Marcillargues, M. Gaston Defferre, auprès du président Mitterrand et du Premier ministre Pierre Mauroy. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit qu'il faut confier des responsabilités aux collectivités et nous allons, nous, État, leur donner les pleins pouvoirs sur un certain nombre et des pouvoirs réels. Et là, nous avons vu arriver les trains de décentralisation de la première décentralisation de fer où, d'un seul coup, le monde a basculé. Le citoyen qui était dans la cité, le village, la grande ville, l'agglomération, et qui avait l'habitude de n'avoir face à lui que l'État, s'est retrouvé avec des collectivités puissantes. La commune qu'il était toujours, mais le département, et puis plus tard la région qu'il est devenu. Et là, nous avons vu une démocratie locale s'installer, si bien qu'aujourd'hui, quand vous sortez dans la ville ou dans le village ou dans la commune, 70 à 80%, si ce n'est pas 90% des équipements sont la propriété des collectivités, dont les collectivités sont devenues très puissantes. Et de ce fait, une démocratie locale s'est installée. Et aujourd'hui, l'acte auquel nous assistons est un acte de recentralisation et de
de reprise en main du pouvoir par l'État qui n'en a plus les moyens. Donc, où allons-nous? Excusez-moi de cette vulgarité, c'est la cour du roi Péto. Hein. On a un président de la République qui fait des rodomontades, qui veut prendre les pouvoirs, mais qui n'a plus les moyens de les prendre. Parce que par ailleurs, il dit, et c'est son Premier ministre qui part à Bastia, l'État est en faillite, et lui, il dit, dans ses poches, je n'ai rien au fond des poches. C'était à Calvi, hein, si je peux me permettre. C'était à Calvi. Excusez-moi, M. Castelli, je vous ai touché en un point sensible. Mais ça ne change rien sur le fond de ce qu'il a dit. Mais le souci de Nicolas Sarkozy, d'un président de la République, c'est le souci apparemment des finances publiques. Vous dites l'État n'a plus d'argent, mais une grande partie des ressources des collectivités viennent d'une redistribution de l'État. Donc pourquoi les collectivités auraient-elles plus de moyens? Pourquoi continueraient-elles à en avoir alors que l'État n'en a plus? Je vais balayer d'un revers de main, vous allez voir, ça va être vite fait, votre argument. Hein. Je comprends que vous ne le faites pas pour m'être désagréable. C'est le souci de l'information. Qui m'honore aussi. Bien sûr, M. Castelli. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dette. Elle est abyssale, cette dette. Jamais la France ne s'est trouvée confrontée à une telle dette. Hein. Aujourd'hui, ça se chiffre... Sous l'ancien régime, peut-être, il paraît. Oui, oui peut-être, voilà. Oui, mais enfin, récemment. Quoi. Je vous en prie. Hein. Et donc, devant cette dette, il faut chercher les responsables. Vous prenez la dette, vous la mettez à la valeur 100, 90% de ces 100, hein, c'est le déficit de l'État. C'est l'État qui est responsable de 90% de la dette, qui est une dette, je rappelle qu'elle est énorme. Et les collectivités qui réalisent par ailleurs 75% de l'investissement, c'est-à-dire ce qui maintient l'emploi, ce qui soutient l'activité économique, non, si j'ose le dire ainsi, que 10% de responsabilité dans la dette. Donc aujourd'hui, nous sommes devant ce cas de figure que monsieur le préfet de la région ne supporte pas de m'entendre dire, c'est le mauvais élève de la classe qui veut donner des leçons à l'élève vertueux. Parce que nous avons été vertueux dans la gestion des collectivités. Nous n'avons pas jeté l'argent public par les fenêtres. Nous avons été responsables d'une dette qui, même si elle a dérivé, n'a pas dérivé dans les proportions où l'État a conduit la France en raison de la dette d'État qui est énorme. Mais ça s'est fait au prix, vous l'avez rappelé, impôt, ça rentre très bien dans l'impopularité, d'augmentation d'impôts successives, alors parfois brutales, on se rappelle le début de mandat de Georges Frêche, souvent au fil de l'eau, mais une augmentation des impôts locaux importante. Oui, parce qu'on ne fait rien sans rien. Hein. Nous sommes restés, bien sûr, nous, dans une... Mais enfin, si on regarde l'impôt que touche l'État, ça n'a rien à voir avec celui que touchent les collectivités. Donc, je veux dire, l'État, lui, pendant ce temps, a fortement augmenté les impôts. Il a un masque, une espèce de voile de pudeur qui est l'impôt sur le revenu que l'on fait baisser. Mais l'impôt sur le revenu, c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à d'autres impôts, la TVA, la CSCG, tout ça, hein, c'est rien du tout. L'impôt local par rapport à ces impôts que l'État lève. Donc, ne croyez pas que l'État a cessé de lever des impôts. Et bien sûr, les collectivités, pour faire face... En face, les collectivités... Elles ont levé aussi. Elles ont levé l'impôt. Et c'est vrai qu'il y a une grande injustice qui est les valeurs locatives, qui sont à réviser complètement. Et donc là, je pense qu'il y a un gros chantier. Qui trouble le jeu de l'analyse. Je sais qu'Olivier va intervenir, mais puisque régulièrement, vous dites, vous, et vous, les responsables de collectivités, hein, que ce soit des maires, etc., vous dites, mais nous, on n'a pas augmenté les impôts parce qu'on n'a pas augmenté les taux. Mais derrière les bases locatives augmentant, au final, les citoyens payent. Sauf que les bases, c'est pas moi qui les augmente. C'est pas vous qui les décidez, certes. Vous pourriez décider de baisser les taux pour maintenir le niveau des impôts. C'est ce que j'ai fait sur 13 ans. Pendant les 6 premières années, je n'ai pas augmenté l'impôt. Et vous savez, c'était dur. Hein, c'était dur parce que déjà, on avait... Alors, vous n'avez pas augmenté, mais vous ne les avez pas baissés pour autant. Ce qui veut dire qu'en valeur absolue, non, alors là, le montant versé... En plus, me demander de multiplier par 5 le budget des collèges parce qu'il y avait un besoin réel et en même temps baisser les impôts, ça, je ne sais pas faire. Je ne suis pas Merlin l'Enchanteur. Un mot justement de ces finances, vous mobilisez beaucoup, enfin vous dites depuis un bon moment que l'État vous doit de l'argent. D'ailleurs, vous avez engagé des recours au mois de novembre pour récupérer cet argent. De quoi s'agit-il exactement? Et comment l'État
peut vous devoir de l'argent? Il s'agit de compensation. Alors l'État me doit mais... beaucoup d'argent, puisque l'État m'a transféré une partie de ses pouvoirs régaliens, qui sont la lutte, qui sont le risque vieillesse, c'est l'APA. Et à ce titre, l'État me doit 188 millions d'euros. Enfin, c'est des sommes extraordinaires. C'est des sommes qui n'ont pas été compensées. Qui n'ont pas été compensées. C'est-à-dire que la loi, quand elle a été votée, moi j'ai été un contributeur important du texte de cette loi auprès de Paulette Guinchard-Kessler et auprès de Mme Martine Aubry, puis de Mme Elisabeth Guigou. Et nous avons beaucoup parlé de cette loi qui devait être financée à 50-50. 50% l'État, 50% les départements. Aujourd'hui, nous sommes à 28% l'État, et même pour nous c'est plutôt 26%, et 74% le département. Donc la parole de l'État n'a pas été respectée. Et donc là-dessus, se sont accumulées progressivement des non-compensations, puisque la compétence devait être compensée à l'euro par un transfert de ressources. Or, ce transfert de ressources n'est pas venu. Il manque combien, alors, au final? Alors, au total, ils me doivent 519 millions d'euros. Et le contentieux que j'ai engagé, ah oui, c'est énorme. Et ils doivent à l'ensemble des départements 5,5 milliards d'euros. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un plein contentieux au tribunal administratif. Là, c'est des termes juridiques que je ne vais pas vous ennuyer. On va rentrer dans le détail. Et ennuyer surtout vos téléspectateurs. Et puis, nous avons ce qu'on appelle la QCP, une question de la QPC, pardon, une question préalable de constitutionnalité, qui est un nouvel arsenal juridique permettant d'interroger le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité. Parce que ce que nous a promis Sarkozy, Raffarin, tout le monde nous l'a dit, vous pouvez être tranquille, vous serez compensé à l'euro. Eh bien, sur le RSA, sur l'allocation pour la compensation du handicap, sur l'APA, nous sommes très loin, il y a très loin de la coupe aux lèvres. Cet argent, vous n'allez pas le récupérer? Écoutez, Arnaud Montebourg, qui était là hier, a gagné son contentieux. Il ne l'a pas gagné... Il a récupéré l'argent. Non, attendez, il ne l'a pas gagné sur la globalité. Il l'a gagné sur un des aspects de la décentralisation, qui est l'enfance en difficulté, où la compensation n'est pas arrivée davantage qu'ailleurs. Et donc, il a fait un contentieux et il a gagné. Le juge a dit, Monsieur Arnaud Montebourg, président du Conseil général de Saône-et-Loire, vous avez raison. Et l'État doit vous rembourser. Maintenant, il faudra bien à un moment que le comptable public fasse injonction à l'État de payer ce qu'il doit, puisque le juge a dit. Un mot de cette réforme des collectivités dont on parlait il y a un instant. Si le PS arrivait au pouvoir en 2012, qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez totalement cette réforme engagée? Ah oui. Là, je crois que, je vais vous dire une chose qui vous surprendra, il y a une unanimité à droite et à gauche pour que le classement vertical dans un broyeur de ces lois soit opéré. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre l'esprit de la réforme. Arnaud l'a très bien dit hier en s'adressant aux élus socialistes du département. Il y a toute une série de réformes qui étaient indispensables. Mais il ne fallait pas toucher au bloc des proximités, qui étaient le département et la commune. Et puis l'extension de la commune sous la forme de l'intercommunalité. Mais l'intercommunalité, agglomération, tout ça, ce n'est pas des collectivités de premier rang. Elles ne sont pas élus par le peuple. Donc moi je parle des collectivités élues par le peuple. Le département, la commune, ça c'est le bloc des proximités. La région, dont le rôle est essentiel. L'État et l'Europe, c'est le bloc des grands faiseurs de stratégie à long terme dans le champ économique, dans toute une série de champs. Et ça a de l'importance aussi. Et c'était ça qu'il fallait conserver. Juste une question avant la pause, André Vézinet. On a même entendu dire certains dirigeants socialistes, ce sera la première réforme que l'on engagera en arrivant au pouvoir. Si on y arrive en 2012, on abrogera ces lois. Vous pensez que les Français comprendront que c'est ça la priorité? Ah, si les Français, on leur a bien expliqué que c'est leur quotidien qui en dépend,
parce que c'est leur quotidien qui en dépend. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. Les enseignants qui manquent dans les collèges que l'on construit, le problème de la personne dépendante, tout ça, c'est le quotidien des Français. La protection maternelle infantile, la personne porteuse d'un handicap, la personne au chômage, tout ça, c'est le quotidien des Français. S'ils comprennent que la priorité, c'est de mettre au panier cette loi inique et mortifère pour les collectivités, notamment la collectivité départementale, alors peut-être qu'ils comprendront que ce soit un des premiers gestes qu'accomplisse la gauche de foutre au panier cette loi qui n'en est pas une. On fait une courte pause et on se retrouve pour la troisième partie dont on en parle dans un instant. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Avec Discount Multimédia, trouvez tous les produits informatiques et multimédia qu'il vous faut à prix discount. Vente en ligne sur www.discount-multimedia.com et dans notre espace de vente au rond-point du Rio Coulon à Saint-Jean-de-Védas. Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 19h sans interruption. Spécialisé depuis 20 ans dans la vente et la location de matériel médical pour les particuliers et les professionnels. Valéa Santé, c'est 3 magasins dans l'Hérault où vous trouverez tout le nécessaire pour améliorer votre bien-être et votre confort médical à domicile. Valéa Santé vous invite à découvrir ses fauteuils releveurs multipositions à partir de 495 € et une gamme complète de scooters électriques à partir de 1090 €. C'est aussi un large choix d'accessoires salle de bain et de chaussures de confort. Valéa Santé, c'est à la fois toute la compétence d'une équipe de plus de 30 professionnels et un service de proximité. Valéa Santé, c'est 2 adresses, à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 04 67 830 408 ou sur www.valeasanté.fr. Troisième partie dont on en parle, toujours avec André Vézinet, le président socialiste du Conseil général. Un mot des cantonales, quand même, président Vézinet. Ce sont qui auront lieu les 20 et 27 mars prochains. Alors ça se présente plutôt bien, on peut le dire, dans l'Hérault pour vous. Oui, encore que j'ai un tel respect pour le suffrage universel que je n'aime pas dire ça avant une consultation. Le suffrage universel, c'est notre maître à tous les élus. Donc il s'exprimera en son âme et conscience. Mais disons que je pense qu'il y aura, j'espère, une reconnaissance du travail fait. Alors, il y a un accord qui est intervenu au mois de décembre entre vous et puis Europe Écologie Les Verts sur 4 cantons, Moguio, Montpellier-la-Paillade, Béziers-la-Devèze et puis les Mattel. Pourquoi cet accord et pourquoi pas sur plus de cantons? Pourquoi pas? Alors, l'accord est bien plus large que ça. On n'a que l'apparence des choses en citant les 4 cantons où un accord sur des personnes s'est fait. J'aimerais que vous considériez sans prétention aucune que le fait que je sois dans cet accord, il n'est pas sûr que c'était ma meilleure façon de procéder, hein, parce que je n'ai plus de réserve après le premier tour. Hein. Donc, je ne suis pas sûr que j'avais pas d'autre façon de voir les choses. Mais c'est symbolique. Le président du Conseil général s'engage à l'horizon 2012.
C'est-à-dire, il rassemble les forces de la gauche, de la famille de gauche, à l'horizon 2012, qui sera l'horizon, excusez-moi, l'horizon le plus important. Donc, l'accord est bien plus large que ça, puisqu'il concerne tous les cantons sur l'accord de deuxième tour. Et ça ne s'était jamais vu. Il y aura un désistement sur le meilleur placé au deuxième tour. Républicain des forces de gauche pour le candidat arrivé en tête de la gauche, qu'il soit vert ou qu'il soit écologie ou qu'il soit socialiste. Et dans ce cadre-là, le moratoire demandé hier par votre Assemblée sur l'exploitation des gaz de schiste, c'est un gage donné aux écologistes ou c'est... Oui, on peut l'interpréter comme ça. C'est en tout cas une identité de vue avec les écologistes, ce qui déjà a l'heure de me satisfaire pleinement. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est ce mépris qu'affiche le pouvoir central de la réalité des terrains. 4500 km² de territoire au sud, la Drôme, l'Ardèche, le Gard, la Lozère, l'Hérault, l'Aveyron, la Haute-Provence, les Alpes de Haute-Provence, couverts par une décision prise en catimini pour trouver du gaz de schiste, avec une méthode qui est une méthode de fracturation hydraulique horizontale, qui est d'une force incroyable, qui nécessite une eau en quantité extraordinaire au moment où l'eau est le bien si précieux dont on parlait à Johannesburg. En France, on le gaspille. Hein, et en plus, l'eau qui sort de la trituration à laquelle elle a été mêlée est une eau inutilisable qui va polluer, Enfin, mais c'est une folie. C'est une folie. Est-ce qu'on n'avait pas mieux à faire? Est-ce que les énergies renouvelables douces, telles que le solaire, telles que l'éolien, telles que les pompes à chaleur, telles que l'hydrogène... C'est à la marge de l'Hérault, hein, mais le projet d'éolien dans le golfe du Lion a été finalement retoqué aussi après une opposition locale, paysagère, oui, alors ça c'est l'éternel problème de faire quelque chose dans ce pays. Nous sommes en France, on le dit ici. Donc vous dites qu'il faut faire de l'éolien, mais au final on ne peut pas le faire. On est toujours en train de râler dès qu'on prend une initiative. Moi je pense qu'il faut aller résolument vers les énergies renouvelables. On a pris un engagement au niveau national, qui est en 2015 d'atteindre les 15% de la production sous la forme d'énergie renouvelable. Nous n'y arriverons pas. D'ores et déjà, c'est un engagement qui est caduc. Hein, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Alors, sur les cantonales, mais je pense que c'est la même question, est-ce que le plus grand danger, ce n'est pas l'abstention ? Oui, bien sûr. L'abstention, c'est la pire des choses. C'est le citoyen qui se détourne de l'intérêt de la politique. Donc c'est la pire des choses. Pour moi, il n'y a rien de pire. C'est un danger, effectivement. Je forme le pari qu'elle sera moins forte qu'elle ne l'a été pour les régionales. Parce que je pense que l'entité départementale avec les cantons et des personnes qui sont élues au scrutin uninominal sur un territoire bien cerné, même s'il y a du flou dans la ville, hein, ça suscitera l'intérêt de l'électeur. Bon, on prend le pari, on vérifiera, on en parlera après les élections. On note votre pari. Si je me suis trompé, je ferai mon mea culpa. Parlons des compétences hein, du Conseil général. L'éducation en est une importante. Les collèges. Alors il y a un collège qui est bloqué depuis ce matin. C'est le collège de Pérols. Les parents d'élèves. On a des images là, Olivier Roiran, exactement. Jean-Brun tout à l'heure. Ce mardi, donc, les parents d'élèves notamment se mobilisent parce que, disent-ils, on leur a promis des travaux d'agrandissement. C'est un collège qui a une capacité de 400 places, qui a presque 600 élèves, parce qu'il y a eu des regroupements effectivement d'élèves. Ces travaux ne viennent pas, ils sont inquiets et on arrive à des situations un peu compliquées de surcharge de classe. Alors ils ne se mobilisent pas que pour ça, les parents. Hein. Ils se mobilisent en raison de la carence de l'État à fournir le personnel pédagogique nécessaire aux effectifs qui sont constatés à l'heure actuelle dans ce collège. Je sais depuis longtemps la difficulté du collège de Pérols. Elle est liée à une deuxième erreur de l'État qui est l'assouplissement, pour tout dire, la disparition de la carte scolaire. Résultat, les gens qui de Palavas devaient aller au collège des Aiguerelles ont considéré que ce collège des Aiguerelles, étant fréquenté par des gens qui ne leur plaisaient pas, hein, des gens de basse condition, ont dit, nous, nos Palavasiens, ils n'iront pas là. Ils iront à la Grande Motte ou ils iront à Pérols. Et j'ai eu beau demander à l'inspecteur d'académie de tenir ferme
sur la carte scolaire, parce que le collège des Aiguerelles n'est pas une ignominie ni une indignité. Il y a beaucoup de gosses qui y sont allés et qui en sont sortis avec un bon bagage. Donc, les Palavasiens, à partir du moment où il y a eu l'assouplissement de la carte scolaire, ont obtenu le feu vert pour aller à Pérols. Résultat, sur un collège de 400, on est aujourd'hui 600. Et donc, ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle, ne voulant pas attendre, mais un dossier d'élargissement de collège, c'est 18 mois de préparation et 2 ans de réalisation. J'ai engagé, avec Pierre Morel, mon vice-président sur ce sujet, nous en avons beaucoup parlé, mais il y a déjà 2 ans que nous sommes sur ce dossier, dont le premier chantier va ouvrir en février, c'est-à-dire dans 1 mois. Il y aura les salles destinées à l'enseignement Technique. Sciences de la vie et de la terre, hein, SVT. Je suis ancien professeur de SVT, je ne me souviens même pas. Bon, les appellations ont un peu évolué aussi. Hein. Les appellations. On disait sciences nat, le CDI, bref, les cours de récréation, tout va être progressivement, mais il y a 2 ans de chantier, hein, les parents doivent le savoir, hein, c'est un très gros travail. Vous verrez, le collège de Pérols sera apte à recevoir 600 élèves dans le délai incontournable qu'il faut se fixer pour une réhabilitation. Bon, on suivra en tout cas cette affaire à Pérols notamment. Un autre dossier qui vous tient à cœur en tout cas, ce sont les archives départementales à Pierrevive et ce quartier naissant de Pierrevive. On en est où? Est-ce que le chantier avance? Est-ce que les détracteurs de ce chantier, notamment à droite, ont cessé un petit peu de vous embêter? Ou est-ce que le budget annoncé sera tenu? Autant de questions que se posent les habitants du département de l'Hérault. Alors, je vous remercie, cher monsieur, de ne pas limiter aux archives, c'est important, ensemble. On voit le projet du quartier à l'image. Qui comprendra les archives, la politique des sports et la politique du livre, c'est-à-dire la bibliothèque départementale de Pré avec une médiathèque et la politique du sport, ce qui est chez nous, l'office Hérault-Sport est un office très important. Il y a près de 250 personnes qui travaillent. Donc il y aura 350 à 400 personnes qui travailleront dans ce site. Ils seront attachés aux archives. On voit à l'image là juste le projet donc, de la construction, le bâtiment de Zaïa Hadid, c'est ça? Vous regrettez rien? Je ne regrette. Est-ce que c'est pas un peu cher? Ce bâtiment est d'une beauté rare. D'ailleurs, sa beauté fait taire, son esthétique fait taire beaucoup de critiques. Je n'entends que des louanges sur la beauté et moi qui suis allé le voir régulièrement tous les 15 jours dans ses entrailles, la beauté extérieure n'a pas à le disputer à la beauté intérieure. Les deux sont magnifiques. Dans les entrailles de ce bâtiment, il y a des prouesses technologiques, ce qui a nécessité le passage par un marché particulier, qui est un marché négocié en quelque sorte, je ne veux pas aller dans les termes techniques. Hein. Et donc aujourd'hui, le chantier avance bien pour répondre à votre question. Nous sommes dans les temps. Au niveau budget, on est aussi dans les clous? On est dans les clous. Ça terminera à combien? On est dans les clous avec les dépassements à combien on terminera? Du départ, mais ça, vous m'avez entendu le dire, je n'ai jamais décoléré contre les estimations des coûts. On s'est toujours trompé sur ces trucs-là. Je l'ai dit souvent, et non pas pour être désagréable à l'agglomération de Montpellier, mais le quorum, c'est moi qui étais président de la commission des marchés à l'époque à la ville. Nous avons démarré au prix de 850 millions de francs à l'époque, et nous avons terminé à 1,5 milliard de francs. Donc, Madame Vézoni à Marseille vient d'avoir la même dérive. Hein. On terminera à combien, là, du coup? Alors, on terminera en coût réel pour le département entre 85 et 88 millions. En coût réel pour le département. L'ensemble vaut 125 millions. Hein. Sur ces 125 millions, il faut déduire la vente des archives actuelles, dont le domaine a fixé le prix, les subventions, et nous en avons beaucoup, nous en avons de la région, et je salue la région pour l'aide qu'elle nous apporte sur Pierrevive, nous avons les subventions de l'État, du livre, des politiques du livre, des archives de France, nous avons un certain nombre d'aides. On va avancer sur les dossiers. Un dossier et une opération qui marche plutôt bien, c'est le bus, enfin le car à 1 euro dans tout le département. Ça a été lancé en mai 2010. Les résultats pour l'année sont plutôt encourageants et plutôt bons.
Ils sont, je dirais même... C'est 400 000 voyages de plus en 2010 qu'en 2009. Voilà, et ces 400 000 voyages de plus, c'est des cars pleins, là où ils n'étaient qu'à moitié pleins. Et donc, on est dans Ou un peu plein, là où ils étaient franchement vides. Voilà, si vous voulez, on peut tenir le propos comme ça, et je ne suis pas contre. Et donc, ces cars retrouvent leur utilité, non pas comme ça pour se faire plaisir, mais dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire, davantage d'enfants transportés en transport en commun, c'est moins d'enfants transportés en transport individuel, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'inconvénients sur la route. Bref, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Est-ce que c'est un système qui va s'équilibrer? Parce qu'on sait que ça coûte quand même de l'argent de mettre un Non, il ne s'équilibrera pas. Non. Même avec effectivement ce surplus, je ne peux pas mentir de voyageurs à vos téléspectateurs. Non, c'est un système qui est coûteux pour la collectivité. Mais la collectivité, elle est large, là. C'est un service public. Il est coûteux pour les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, c'est le département en premier, mais c'est l'agglomération de Montpellier, c'est l'agglomération de Sète-Frontignan, c'est l'agglomération d'Agde et Agde-Pézenas, et c'est l'agglomération de Béziers. Parce que je suis à la tête d'un syndicat mixte qui regroupe toutes ces collectivités. C'était inespéré. Nous sommes le seul département en France à avoir pris à la lettre la préconisation de la loi SRU sur les transports en commun. Et je m'en félicite. Tous les départements sont suspendus à mes basques. Dès que j'arrive au Parlement, on me dit « André, explique-moi ton syndicat mixte des transports. » C'était pas Société d'économie mixte, pardon, c'était syndicat mixte de transport. « Explique-moi ton syndicat mixte, il paraît que ça marche bien. » Et il y en a beaucoup qui veulent s'en inspirer. Vous parliez des collaborations avec, avec la région, les partenariats avec l'agglomération de Montpellier, de Sète. Sur la ligne à grande vitesse, dont on sait que Christian Bourquin, le président de la région, a donné un ultimatum à la SNCF en disant si le contournement Nîmes-Montpellier n'est pas réalisé en 2016, je quitte le tour de table. Quelle est la position du département de l'Hérault? Moi, j'aurais voulu que cette audace manifestée par Christian Bourquin le soit bien avant. Moi, j'avais proposé à Georges Frêche, je lui avais dit, tu es le leader incontestable dans ce domaine. Prends la responsabilité d'une délégation à l'Europe. Nous allons voir Barroso. Et nous sortons de son bureau lorsqu'il nous a lâché le même pourcentage que ce qu'il a lâché sur le TGV Est, qui s'arrête à Nancy, qui ne franchit pas la frontière, alors que celui-là part de Séville pour aller à Rotterdam. Et nous avons une subvention de l'Europe qui est de 4,2% quand elle était de 14,7% sur le TGV Est. Il y a une injustice. Il n'y a pas d'égalité devant l'apport européen des financements. Devant ce constat, on fait quoi? On laisse tomber? Ah non, on ne laisse pas tomber, on continue à se battre. Et moi, ce que j'ai dit à Frêche, je le dis à Bourquin, que demain, il me mobilise pour aller avec lui, avec Damien Alary, avec Marcel Reynaud, avec tous les élus des départements et avec sa collègue qui lui a succédé, excusez-moi, j'ai oublié son nom, parce qu'elle est très récente, sa collègue qui lui a succédé dans les PO, et nous allons réclamer notre dû. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin de sortir les sommes fabuleuses qu'a annoncé Georges Frêche. Mais où va-t-il les trouver, ces sommes? Il ne les a pas. Il ne les a pas. Donc c'est un effet d'annonce. Il dit 300 millions pour le seul contournement de Montpellier. Et ensuite, il faut aller jusqu'à Perpignan. C'est 1 milliard qui va lui être demandé. Et là, Réseau Ferré de France et SNCF sont d'une parfaite hypocrisie. Ils viennent taper à ma porte. Moi, je les ai envoyés paître. Ils n'auront pas un centime du département. Le Conseil général Ou alors, ne donnera rien. Ah non, moi je ne mettrai rien, mais alors pas un centime sur la ligne à grande vitesse, ça n'est pas ma compétence. Que l'État me rembourse les 519 millions qui me doivent, et on pourra peut-être voir si on peut faire des aménagements annexes, mais ce n'est même pas le problème. Ça n'est pas ma compétence, les lignes à grande vitesse. Le Conseil général du Gard, lui, s'est engagé. Mais ça, chaque collectivité... C'est pas plus sa compétence. Exactement, mais je lui ai dit à Damien, il le sait. Chaque collectivité est indépendante et souveraine. Moi, je ne me mêle pas de savoir ce que décident les autres départements. Ça veut dire qu'on peut sortir de ses compétences. Vous le faites, vous aussi, parfois. Et cette logique, tenez, M. Rossineau, président de l'agglomération de Nancy, il a la même que moi. Quand on est venu le voir pour financer le TGV Est, il a dit, moi, je ne mettrai pas un centime sur le TGV Est. Et le TGV Est s'est fait quand même.
Et il est passé à Nancy. J'ai une toute dernière question avec une réponse si possible rapide sur la gestion des déchets. Vous avez vu que le président Jean-Pierre Moore de l'agglo de Montpellier a renoncé au projet de centre de stockage de déchets à Fabrègues. Est-ce qu'il faut remettre à plat ce schéma départemental de gestion des déchets qui est géré en partie par le Conseil général? Oui, mais le schéma dont j'ai la charge, mais pas l'exécution, puisque c'est les agglomérations qui, elles, sont donneuses d'ordre. Mérite d'être reconsidéré à tout instant. Hein. Et nous devons avoir une intelligence entre les 3 niveaux de responsabilité qui sont le département pour l'élaboration du schéma, l'agglomération pour la réalisation des opérations et le préfet pour le rôle disciplinaire et le rôle de sanction s'il y a des débordements. Par exemple, plus de 0,1 nanogramme de dioxine dans 1 mètre cube de fumée, eh bien c'est sanctionné, on arrête l'incinération, on remet les pièges en état. Et c'est ce qu'il a fait à Lunel-Viel. Et quand il l'a fait, il s'attendait à ce que je lui dise, monsieur le préfet, c'est honteux. Je lui ai dit, vous avez raison, monsieur le préfet. Il était dans son rôle. Bon, un autre dossier qu'on suivra attentivement. Merci en tout cas, André Vézinet, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci Pierre-Paul Castelli. Prochain numéro d'On en parle, c'est mercredi prochain, 18h30. Très bonne soirée à tous.